Ravi de vous retrouver pour ce quatrième et dernier épisode de notre web-série sur les villes dans le monde arabe. Comme d'habitude, nous démarrons avec notre photo du jour qui nous fait aujourd'hui voyager dans la ville de Ben Guérir, première ville verte au Maroc, située à 70 km au nord de Marrakech. Cette ville accueille un pôle universitaire inédit en Afrique, dédié aux technologies vertes et aux énergies renouvelables. Le nombre de projets verts est fortement en hausse dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, où l'environnement a été longtemps sacrifié par la rapidité de l'urbanisation et l'industrialisation. Mais il semblerait que les choses soient en train de changer, et ce, depuis les années 2000. En effet, c'est à partir de cette période que le développement durable, devenu véritable canon international, s'est imposé aux décideurs politiques des pays arabes. Vu à la fois comme une opportunité pour renouveler les politiques publiques, le développement durable émerge aussi de plus en plus comme moteur d'un changement sociétal plus profond. Nous en parlerons dans ce numéro avec Pierre-Arnaud Bartel, chef de projet référent à la division développement urbain, aménagement et logement de l'Agence française de développement. Bonjour Pierre-Arnaud Bartel, vous êtes donc chef de projet référent à la division développement urbain, aménagement, logement de l'Agence française de développement. Vous êtes agrégé de géographie et titulaire d'une thèse en aménagement et urbanisme de l'Université de Lyon 2. Vous vous êtes intéressé à la problématique de la ville durable dans les pays du Sud et plus particulièrement dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette problématique en particulier, Pierre-Arnaud Bartel? Bonjour Isabelle, merci pour l'entretien. Pour vous répondre, en fait, cet intérêt pour la ville durable, ça a été un ensemble de choses, à la fois mes séjours que j'ai passé plusieurs années à Tunis quand je faisais ma thèse, puis ensuite 3 ans quand j'étais au Caire, et puis ensuite quand j'ai été de retour et j'ai enseigné en France, j'ai enseigné notamment à Nantes, où donc j'ai vu toutes les problématiques de développement durable telles qu'elles se développaient en Europe et en France. Et ça m'a particulièrement intéressé, ainsi que des lectures, puisque c'était un thème assez montant dans les années 2000. Pas mal de lectures de collègues qui ont écrit notamment sur la France et l'Europe. Donc, il y avait Philippe Hamann, il y avait Syria Emelianov, il y avait Taoufik Swami, il y avait Yannick Rumpala. Et puis, finalement, je me suis dit, après mon détour par Tunis, par ce monde arabe, finalement, qu'est-ce qui s'y passe sur cette autre rive? Donc, ça m'a intéressé d'essayer de regarder ce sujet. Et ce sujet, au final, il est vraiment riche parce qu'on arrive à regarder aussi bien les acteurs d'en haut, les ministères, les grandes agences d'exécution, que aussi les acteurs d'en bas, que ce soit les citadins, les associations, les collectivités locales. Donc finalement, ça permet aussi de croiser des secteurs traditionnels de l'action, les secteurs traditionnels de la gestion des déchets, le secteur des transports, l'eau et l'assainissement, les secteurs de base, et puis aussi d'ajouter un certain nombre de thèmes qui sont montants, qui sont la biodiversité, la qualité de l'air, les énergies renouvelables. Donc, il y a tout un tas aussi de nouveaux sujets qui sont apparus et qui sont assez intéressants de suivre aussi dans cette autre rive de la Méditerranée. Au final, c'est aussi intéressant de regarder côté monde arabe parce que ça permet aussi de comparer, d'avoir une approche un peu comparatiste avec d'autres régions du monde. Là, j'ai parlé de l'Europe, mais c'est aussi qu'est-ce qui se passe en termes de développement durable dans les villes d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, où en est-on aussi et comment se positionne finalement un peu cette région du monde par rapport aux autres régions. De là, moi, j'ai attaqué un peu le sujet dans les années 2000, puis après, j'ai continué, puis après aussi dans mon travail à l'Agence française de développement. Donc, sur soit une approche généalogique, finalement d'essayer de reconstituer l'histoire, le grand récit du développement durable au Maroc, en Tunisie, en Syrie, en Égypte. On l'a fait d'ailleurs avec plusieurs collègues, dont Valérie Claire, qui s'est aussi exprimée dans la web-série, et puis Pascal Philifert, et puis Éric Verdeil sur le Liban. Enfin, on est pas mal.
Et dans cette généalogie, d'essayer de recomprendre finalement comment c'est diffusé, le développement durable dans les villes. Finalement, on a essayé aussi de voir les effets que ça peut avoir sur la gouvernance des villes. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu après. Finalement, qui l'instrumentalise, qui instrumentalise le développement durable. Et là, c'est intéressant aussi de voir qui sont les grands gagnants, qui sont plutôt les perdants, qui sont ceux qui réellement s'en servent et en font une ressource de domination. Donc ça a été aussi des choses qui m'ont intéressé. Question aussi des modèles. Finalement, dans le monde arabe, d'où viennent les modèles? Est-ce que c'est des modèles du Proche-Orient? Est-ce que c'est des modèles d'Asie? Est-ce que c'est des modèles européens? Donc cette circulation aussi, ça m'intéressait. Et donc d'essayer de voir finalement quels sont les passeurs, ceux qui diffusent des idées, ceux qui les relaient, ceux qui les bloquent aussi. Donc il y a un peu toute cette économie qui m'a intéressé. Voilà pour vous répondre. Vous venez d'en parler, de la vie durable dans le monde arabe, mais à quoi fait référence ce concept? Est-ce qu'il fait d'ailleurs sens d'employer ce concept de vie durable dans le contexte du monde arabe, ou est-ce une provocation pour faire ici référence au titre de l'une de vos publications? Je vous avais préparé quelques diapositives aussi. Bon, si on essaie de donner une définition finalement à la ville durable, on pourrait repartir des dizaines de définitions qui ont été données, et en particulier une définition canonique qui est celle du rapport Brundtland des années 80 déjà, où on dit que la ville durable, c'est 3 piliers, c'est l'économie, c'est le social, c'est l'environnemental, et puis très souvent, on peut rajouter même un 4e pilier, qui est la gouvernance, et donc comment ça impacte aussi pour un bon engagement des parties prenantes, des concertations, de la participation. Donc c'est un peu tout ça, la ville durable. Voilà, donc ça c'est un peu la définition, j'allais dire que tout le monde un peu connaît, qui est assez classique, et qui permet d'ailleurs au passage de dire que ville durable n'est vraiment pas que environnement. Finalement, on peut s'intéresser à pas mal de sujets, et certains chercheurs d'ailleurs, certains opérationnels ont une approche très sociale du développement durable par exemple, ou encore l'économie. D'ailleurs, on voit avec tout le contexte de la crise du Covid-19 comment les sujets d'emploi, et du coup de lien avec les circuits courts, par exemple, si on pense à la production, et c'est vrai du monde arabe, finalement, très vite, emploi est lié à environnement, est lié à proximité, les choses sont vraiment très imbriquées. Alors après, c'est vrai que j'avais un peu intitulé dans la littérature et dans certaines choses que j'ai écrites, et on avait fait ce numéro un peu collectif sur le Caire, en se disant finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu une provocation, et qu'en est-il de la ville durable au Caire? Donc là, j'avais choisi un peu ce visuel d'une vue aérienne où on voit le périphérique, et puis en dessous aussi une grosse voie, mais surtout le périphérique, et puis d'ailleurs, c'est les rails aussi qui traversent, qui coupent finalement les quartiers assez brutalement. On voit une très forte densité, c'est une ville extrêmement compacte. Néanmoins, on voit du vert, c'est pas que minéral, mais c'est surtout l'impression de compacité qui demeure. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on s'était dit, bon, alors c'est vrai que quand on regarde le Caire, c'est un peu plus de 20 millions d'habitants, il y a un visage et une histoire de l'évolution du Caire qui n'est pas du tout développement durable compatible, puisqu'il y a une augmentation de la consommation des ressources. Les dernières terres du Nil arabe sont de plus en plus menacées, l'étalement urbain est très fort, la pollution atmosphérique, elle est légendaire au Caire, la congestion aussi. Donc, c'est vrai que sous pas mal de critères, j'allais dire un peu classiques et attendus, ce n'est pas forcément la ville qu'on va placer dans les parades. Et puis d'ailleurs, je voulais vous montrer un peu ces visuels. En fait, le Caire, vraiment historique, a mis des siècles à se faire dans la partie vraiment du centre, de part et d'autre du Nil. Et puis, il y a une espèce de conquête du désert qui s'est faite à partir des années 80 à peu près, et puis qui s'est accélérée sous Moubarak, tant côté ouest que côté est. Il y a eu un dédoublement des superficies, et au final, sur les 20 millions de gens dans ce dédoublement des superficies, actuellement, il y a 1 million maximum à 2 millions qui habitent dans ce dédoublement.
Donc, il y a une gabegie de consommation de ressources, de terre, d'eau, etc., qui est assez énorme. Là, juste pour montrer en termes d'étalement urbain, par exemple, si on regarde New Cairo City, là, c'est 500 000 habitants actuellement. C'est à peu près 300 km². Voilà. Et quand on le compare avec New Cairo City, avec le Caire, la partie centrale, on est sur la même superficie. Si on compare en revanche avec Hong Kong, par exemple, bon, bah, on voit que tout Hong Kong ou Manhattan, on voit les effets, là, pour le coup, de concentration qui sont très forts. Donc, vraiment un très fort étalement urbain. Là, sur les images satellites, pareil, on avait fait des relevés. Là, on voit en plein désert, construction aussi de beaucoup de résidences fermées. Donc là aussi, en termes sociétal, ça pose pas mal de questions. D'un ministère d'ailleurs qui fait la promotion, c'est même les autorités publiques qui font la promotion des programmes immobiliers portés par le privé de résidences fermées, de golf en plein désert. Là, voilà, on a un des grands golfs de Katamia Heights qui est au New Cairo, que j'avais pris en photo. Et puis tous ces gated community qui se font. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu un désastre. Mais ce qui est intéressant dans le Caire, et pour y avoir vécu 3 ans, c'est que c'est aussi des bonnes surprises. C'est aussi parfois des gouttes d'eau dans un océan ou dans un désert. Par exemple, ici, une expérience qui reprend l'inspiration d'Hassan Fatri, donc, qui était le grand architecte égyptien qui voulait vraiment finalement reprendre une architecture vernaculaire. Donc, privilégiant la ventilation naturelle, des matériaux de proximité, des formes assez simples, essayant de se protéger du soleil, privilégiant cette ventilation autant que possible, et donc d'avoir une bonne inertie thermique. Et là, ça a été retesté donc, au 6 octobre. Et puis, c'est aussi, ce qui est assez intéressant, c'est quand on change de lunettes et qu'on revient un peu dans le centre du Caire, en fait, on a beaucoup de quartiers populaires, beaucoup de quartiers précaires qui vont être là sur la carte, en rouge notamment, pour une situation en 77. Puis on voit aussi en vert ou en jaune les extensions. Des quartiers très compacts, faits sur des terres agricoles, certes, mais qui sont en continuité de la ville, donc qui évitent de construire des réseaux très très loin et d'avoir des problèmes aussi de mobilité et d'accès à l'emploi, qui sont faits selon des trames très serrées et où, à l'intérieur, moi, très souvent, je montre, par exemple, un exemple, Boulak El Dakro. Là, finalement, quand on regarde par rapport à plein d'ingrédients d'une certaine durabilité, on les retrouve sur les photos. Alors, on retrouve une trame assez ombragée, on retrouve des venelles avec des circulations piétonnes, même des usages. Là, il y a une table de ping-pong qui est mise sur une des photos. L'ensoleillement est un peu contré par cette trame très serrée. On retrouve dans ces quartiers de l'emploi, donc ce n'est pas juste des cités dortoirs, il y a une mixité d'emplois, de résidences, etc. Donc c'est plutôt assez favorable. On retrouve aussi donc des placettes, ce n'est pas sans qualité urbaine du tout. Et puis on retrouve un accès autour, pour accéder à ces quartiers, qui peut être soit par mobilité artisanale, type les tuk-tuk, etc., soit relié après, juste en périphérie immédiate des quartiers, par les bus, puis même dans certains quartiers, le métro au Caire arrive, etc. Donc finalement, une trame qui n'est pas du tout inintéressante. Et nous, alors là, je reprends du côté AFD, on finance pas mal de projets d'amélioration des quartiers informels. Et là, en l'occurrence, on avait ça donc, en Égypte, dont je me suis occupé pendant un bon moment. Là, en fait, on s'occupait en particulier de 4 quartiers, donc ils sont en bleu sur la carte. Donc, il y a Ard el-Liwa, Nitogba, El Zawiya al-Hamra et puis Esbet Rihalla. On a aussi en vert et en rouge d'autres quartiers dont la Commission européenne, la coopération allemande s'occupent. Donc, pas mal de quartiers. Rien que les quartiers en bleu, c'est 1 million d'habitants, mis bout à bout toute la population. Donc, c'est loin c'est pas juste des petits quartiers, tellement le Caire est dense. Et là-dessus, donc, on a eu beaucoup de travaux d'amélioration de l'espace public, beaucoup de travaux d'amélioration des équipements publics, les écoles, les squares, les centres de santé, etc. Donc, il y avait une grosse composante de l'action. Il y avait 15 millions d'euros qu'on a fait en partenariat avec l'Union européenne.
donc dans ces quartiers. Et puis, il y avait aussi une dimension emploi qui était importante. Donc, pas juste améliorer la qualité de vie, mais aussi formation, filière, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Alors là-dedans, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir tous les travaux liés au bois, la menuiserie, l'industrie du cuir, l'industrie, il peut y avoir des petites fabriques textiles. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment une vie économique assez dense. Et dans certains endroits où c'était particulièrement dégradé, par exemple à Isbet Rirala, là, sur la carte, qui est d'ailleurs coupée par la Ring Road au Caire, l'accent a été mis aussi au sud, vu que c'était très dégradé. Il y avait eu un effondrement de falaise pour essayer de complètement réparer vraiment, vraiment cette zone. Et puis, donc, il y a eu toutes ces inaugurations de pavage, avec aussi une approche qui est assez intéressante d'un point de vue inclusion, qui est tout ce qui est travaux, ce qu'on appelle les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire comment, à travers les chantiers, insérer aussi dans la main-d'œuvre locale les habitants des quartiers. Donc, du coup, les gouvernorats qui s'occupaient et qui lançaient ces différents marchés pour refaire les rues, refaire les équipements, avaient des clauses sociales d'insertion pour vraiment associer une main-d'œuvre locale. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important. Puis le Caire, c'est aussi donc effectivement toute la politique de métro. Donc le métro, là, c'est la ligne 3. Et on le voit, ça, c'est un très fort levier pour cette durabilité. Donc pour essayer qu'il y ait un report, ce qu'on appelle le report modal sur les transports collectifs en site propre. Et là encore, il y a un énorme actuellement investissement et un viaduc qui arrive notamment dans un énorme quartier qui s'appelle Imbaba, et que notamment alors côté AFD, côté aussi Banque européenne d'investissement, et puis donc c'est l'autorité des tunnels là-bas en Égypte. Donc il y a vraiment cet effort pour desservir là une zone qui fait 1,5 million d'habitants. Donc en fait c'est un énorme événement, l'arrivée du métro par exemple dans cette zone du Caire. Donc, tout ça pour dire que ce qui est assez intéressant dans cette région du monde, en prenant le fil du Caire, qui est un exemple assez archétypal, c'est de se dire finalement de prime abord, qu'est-ce qu'on va aller chercher là en matière de durabilité, mais si on change aussi de lunettes, et si on regarde d'autres phénomènes qu'on aura peut-être moins en Europe, je parle en particulier là, de toute l'action faite dans les quartiers informels ou dans les quartiers populaires, eh ben, on peut voir finalement qu'il y a un potentiel, il y a des actions, il y a des types d'investissements qui vont plutôt dans le bon sens et qui sont plutôt apporteurs de résilience pour cette ville. Donc, changer ses lunettes, c'est assez intéressant et pour le chercheur et dans l'action pour peut-être voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, juste peut-être, Isabelle, juste pour vous dire aussi, euh, le sujet qu'on a quand même dans cette région du monde, là j'ai remis une carte bon, qui est même élargie, hein, qui est même élargie. Mais si on regarde le monde arabe méditerranéen, euh, là où on a peut-être un problème par rapport aux autres régions du monde, c'est qu'on a du mal à nommer ou citer des exemples de villes durables. Par exemple, en France ou en Europe, si on demande quelles sont les grandes villes durables de cette région du monde, on va dire Nantes, on va dire Hambourg, on va dire Fribourg, on va dire Stockholm, on va dire même sur certains points Barcelone. Donc on va avoir des exemples. C'est pareil aux États-Unis, on va dire Portland, on va dire dans le Golfe Abu Dhabi, on va dire en Asie Singapour, etc., etc. Dans cette région du monde, si on pose la question, bah, donnez-moi des exemples, alors là, effectivement, on va se dire, bah oui, ce serait où dont on pourrait parler comme exemple un peu médiatisé et d'essayer de comprendre pourquoi c'est médiatisé à cet endroit-là. Finalement, il y a peu de médiatisation, il y a peu de villes qui ressortent. Bon, quand on fouille, là, sur un travail un peu de recherche, etc., on pourrait citer Amman, qui a fait un énorme travail de croissance verte. On pourrait citer des petites villes aussi. Chefchaouen, par exemple, c'est une ville au Maroc où le maire porte un projet d'écoville et un projet en plein Rif de résilience urbaine qui est assez intéressant. On pourrait parler de Kelibia aussi en Tunisie. On pourrait parler, donc, on pourrait trouver des exemples. Mais finalement, et c'est là où on se dit, mais finalement, pourquoi c'est peu médiatisé, pourquoi c'est peu connu? Alors là,
pas mal de réponses qu'on pourrait apporter. C'est vrai qu'il y a sans doute un déficit de maires, à l'inverse d'autres régions du monde, un déficit de maires donc, qui portent le projet de leur ville, qui le font connaître et qui le portent autour du thème du développement durable. Voilà, ça a forcément à voir avec la gouvernance et la faible décentralisation dans ces pays, dans cette région du monde, où là, clairement, il y a un déficit qui peut être noté. Et puis, on a peu de réseaux d'échange entre les maires de cette région, entre les pays, qui partagent, qui développent. Typiquement, en Europe, il y a beaucoup de réseaux de villes, soit thématiques autour de l'énergie, autour de la biodiversité, etc. On va l'avoir peu dans cette région, peu de moments où les maires algériens ou les représentants, parce qu'il n'y a pas vraiment de mairie en Algérie, mais les représentants locaux, les wilayas, vont discuter avec les gouvernorats égyptiens ou avec les municipalités marocaines. Peu. Donc c'est vrai qu'on va avoir un peu ce problème de référence. On a peu de modèles, de références dans cette région du monde, ne serait-ce que pour les décideurs locaux, qu'on peut finalement de points de référence par rapport finalement de solutions qui sont trouvées, adaptées à cette région du monde, adaptées aux ressources, adaptées aux finances, qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres régions du monde. Donc ça, c'est vrai que c'est un point assez dur et assez critique quand on parle finalement de ville durable dans le monde arabe. Je l'ai donc dit dans mon introduction, la ville durable est véritablement devenue un sujet de débat dans le monde arabe à partir des années 2000, où le développement durable a été imposé aux pays arabes par la communauté internationale. Depuis, des initiatives locales ont émergé ça et là, laissant croire que la défense de l'environnement constitue aujourd'hui aussi une préoccupation endogène aux sociétés arabes. Comment analysez-vous ce glissement, Pierre Arnaud Bartel? C'est particulièrement intéressant de voir dans la région que le top-down a encore vraiment une vie longue dans cette région par rapport aux initiatives locales venues d'en bas. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans la recherche de voir ce développement durable vu d'en haut et vu d'en bas. Au niveau généalogique, il est vraiment arrivé d'en haut, partout dans le monde, parce que l'agenda international a imposé finalement aux différents pays, que ce soit en Europe ou dans le monde arabe, d'institutionnaliser des politiques publiques, des lois, des institutions, des opérateurs en charge de la préservation de l'environnement. Puis progressivement, c'est monté avec les 3 sujets d'environnement, économie et société. Donc cette institutionnalisation, elle a été saisie plus ou moins rapidement selon les pays arabes de la rive sud. Au Maroc, ça a été très vite, dès les années 80-90. C'est vrai que si on regarde en Syrie, il y a eu une accélération surtout dans les années 2000, hein, avant les événements, dans les années 2008, 2009, 2010, hein, avant cette crise. Sur la Tunisie, ça a été pris en charge beaucoup sous l'époque du régime de Ben Ali. Sous l'époque du régime de Ben Ali, il y avait un activisme du régime à prendre en charge le développement durable dans son récit même de domination à travers le marquage dans les différentes villes. Là, j'avais mis une photo sur la slide du boulevard de l'environnement. C'est boulevard de l'environnement où c'était d'ailleurs pas toujours très, très vert. En tout cas, il y avait l'énorme pancarte mise où c'était boulevard de la qualité de vie. Il y avait cette mascotte qui avait été faite sous Ben Ali, donc moitié fennec, moitié homme, qui était un peu partout pour dire regardez comme on prend soin de la planète. Il y avait un certain nombre d'agences qui se sont montées, hein, toujours en Tunisie. Il y avait l'agence de protection et d'amélioration du littoral. Il y avait l'agence de gestion des déchets qui a été créée. Il y a eu ensuite aussi l'agence de maîtrise de l'énergie. Donc, il y a eu différents opérateurs qui ont été mis en place. Toutes les régions et les gouvernorats tunisiens ont eu un plan d'environnement. Donc, ça a été vraiment très porté par le pouvoir et d'en haut. C'est vrai aussi de Mohamed VI, hein, le Maroc. Il y a eu la charte royale du développement durable en 2009.
Il y a la fondation Mohamed VI. Mohamed VI est là pour tous les projets environnementaux. Il y a eu des travaux titanesques pour améliorer l'environnement, la vallée du Bourg-et-Greg, améliorer la lagune de la Marchicamed, améliorer la vallée de l'Oued Martil. Enfin, il y a eu des travaux très conséquents, à chaque fois inaugurés par les chefs d'État. Et puis, donc, ces initiatives vraiment top-down, elles ont été très manifestes pour finalement une forme de registre supplémentaire pour légitimer des pouvoirs en place et une autorité, voire un autoritarisme en place, c'est clair. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on a documentées. Enfin, il y a eu pas mal de collègues chercheurs qui l'ont montré. Moi, j'ai essayé aussi de le montrer. Donc, quasiment de manière synchrone dans tous les pays de la rive sud, y compris l'Algérie, dont on parle souvent moins, mais ça a été aussi repéré par Madani Safarzitoun, notre collègue sociologue, pareil, qui l'avait très bien montré. Voilà. Et puis, c'est vrai que peu à peu, il y a eu quand même aussi un peu des coups de pression mis, euh, soit par les bailleurs de fonds internationaux, les agences de coopération, soit par l'Union européenne, qui essaie de pousser quand même un agenda plus local. Et pour dire aussi que le développement durable, c'est aussi l'affaire des villes, quand il s'agit des territoires urbains, parce que c'est finalement à cette échelle-là que se posent les questions. Quand on parle de qualité de l'air, finalement, c'est la ville qui gère sa qualité de l'air. Quand on a la question des gestions des déchets solides, finalement, c'est à l'échelle de ce territoire-là. Donc, finalement, pousser les autorités locales, ça a été une demande qui a été faite, qui est toujours d'ailleurs en cours, qui a une histoire plus ou moins heureuse selon les pays. C'est-à-dire que les États centraux ont plus ou moins envie de transférer des compétences, des pouvoirs sur les sujets environnementaux qui sont des sujets de politique publique, et ils ont plus ou moins envie de le faire. Typiquement, en Tunisie, c'était très verrouillé au niveau central, et je dis au passé quand même, jusqu'au printemps tunisien. Moi, je me rappelle dans ma thèse, il y avait un magnifique projet Tunis, Sijoumi, Cité durable, qui portait sur toute une CEPRA, donc tout un écosystème aquatique un peu, très dégradé au sud de la capitale, et où ça poussait, le PNUD, l'Agence des Nations Unies, poussait pour que la municipalité prenne le lead et conduisent un vrai projet environnemental de protection de la CEPRA et de valorisation des berges, etc. Et il y avait même des fonds, des financements à la clé. Et l'État central, finalement, a ni plus ni moins bloqué l'implémentation du projet. Le projet, il ne s'est jamais fait. Il est resté un plan d'action qui a fait l'objet d'un beau rapport et qui n'a pas transféré réellement de compétences, réellement porté ses fruits. En revanche, c'est vrai qu'au Maroc, peut-être les signaux sont un peu plus positifs, où on va avoir des transferts de compétences réels qui sont dans le cadre des compétences des municipalités marocaines, qui vont aujourd'hui même avoir des opérateurs locaux en charge des questions environnementales, de gestion des services, etc. Donc là, on voit quand même certaines choses avancent d'un point de vue local. C'est vrai aussi du Liban. Le Liban est assez décentralisé de ce point de vue-là, même s'il manque toujours beaucoup de finances aux municipalités libanaises, mais elles ont des compétences. Donc ça, on le voit. Et puis, il y a un mouvement effectivement aussi qui est plus local, qui est les ONG, donc la société civile. Ça dépasse même le sujet du développement durable. En fait, très souvent, la recherche a montré que c'est par défaillance des États et de l'action publique que finalement la société civile essaie de combler un déficit, un déficit d'action, ne serait-ce que sur des services essentiels, le ramassage et la collecte des déchets solides, une certaine qualité d'eau potable, etc. Donc cette décharge sur les ONG, c'est à la fois une bonne nouvelle, c'est toujours aussi le signe d'une mauvaise nouvelle dans le sens où normalement, ce serait aux acteurs publics de prendre, qu'ils soient locaux ou nationaux, de prendre en charge. Et justement, comme il n'y a pas de prise en charge, les ONG font tant bien que mal. Voilà. Donc, il y a eu depuis longtemps, finalement, des ONG environnementales, j'allais dire, un peu de première génération,
classiquement mises sur le créneau gestion des déchets solides, eau potable, borne fontaine, donc des sujets un peu classiques. Et puis une sorte de deuxième génération est apparue sur les secteurs un peu à la mode de covoiturage, vélo en ville, énergie renouvelable, etc. Et qu'on voit. Ce qui est souvent dommage, c'est que les initiatives locales et cette endogénéisation un peu vraiment au niveau local de la ville durable percolent assez peu avec les acteurs publics établis. Donc il y a très souvent peu, moi j'ai souvent déploré et constaté qu'il y avait peu d'espace où la société civile dialogue réellement avec une municipalité ou un opérateur public pour essayer de trouver des solutions ensemble. Très souvent, les ONG, elles sont plus ou moins financées par de la coopération internationale. Ça va être les Suisses, ça va être les Danois, ça peut être les Français. Et puis, elles vont faire sous un mode projet une action. Et puis, au final, les solutions ne sont pas toujours partagées avec les acteurs publics. Ce n'est pas mis à l'échelle. On ne tire pas des bonnes pratiques pour la suite. Et au final, ce cloisonnement entre les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou plutôt société civile, ça manque assez cruellement. Bon, nous, on a essayé quand même, quand je dis nous, c'est toujours cette équipe de chercheurs quand on avait ce programme Ville durable. Donc, on a essayé de montrer qu'il y avait quand même une conduite de changement derrière le mot de ville durable. Finalement, derrière, il y a un horizon de changer de pratique. Changer de pratique, alors ça peut être effectivement porté par les ONG. Là, j'avais mis quelques visuels, par exemple l'ONG Solar Cities sur la slide, là c'est au Caire. Eux, ils montraient comment un chauffe-eau solaire, là qui est en bas à droite sur la photo, un chauffe-eau solaire vraiment sur une cuve noire est très simple. Et puis ici du photovoltaïque domestique permet à très moindre coût d'être raccordé quand on est un ménage habitant un quartier populaire. Donc, on a vraiment des individus et des collectifs qui montrent ça. Et dans cette nouvelle génération un peu d'éco-activistes, on va avoir les questions de changement climatique, les questions d'industrie propre, les questions de biogaz, chauffe-eau solaire dont je parlais, les questions d'entrepreneuriat social, comme par exemple Ro El Shabab, qui était une des ONG très connues dans tout le quartier des chiffonniers au Caire. Enfin, un des quartiers des chiffonniers au Caire, mais qu'il y en a plusieurs, puis qui surfent sur les réseaux sociaux, etc. Mais, une fois de plus, malheureusement, derrière un peu l'illusion de médiatisation via les réseaux sociaux, la diffusion et la mise à l'échelle d'actions pilotes, telles qu'ils les mènent eux, la mise à l'échelle, c'est-à-dire le déploiement pour que ça fasse boule de neige, ça se déploie plus généralement et que ça soit relayé par les pouvoirs publics, n'est réellement pas, voire peu ou pas du tout faite. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu problématique. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant et qu'on a essayé de montrer, c'est toujours des portraits là, extraits du livre qu'on avait fait avec Safa Monkey, là, que j'avais ramené, qui s'appelait Le Caire, dans les éditions Autrement. Ça, c'est des portraits plutôt de gens. Vous avez vu, ils ont des cravates, certains sont bien habillés. Ils sont dans des institutions égyptiennes. Ils sont soit dans la coopération allemande, mais y compris avec des Égyptiens qui travaillent dans la coopération allemande, soit dans les ministères, soit la dame qui est tout en haut à gauche, qui travaille dans une organisation de défense du patrimoine. Et c'est aussi au sein des organisations qu'on va avoir une politique de petits pas, c'est-à-dire des gens qui vont essayer d'avoir une stratégie d'influence et d'essayer de pousser des nouvelles manières de faire. Avec plus ou moins de succès. Après, il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter, nous qu'on a suivies. Quand on fait parler les gens, c'est passionnant. C'est-à-dire que derrière le mot la ville durable, finalement, c'est des récits de gens qui militent, soit isolés dans leur organisation plus ou moins verrouillée, soit dans une ONG qui est financée au coup par coup, et puis qui essaie de faire avancer et faire changer un peu les pratiques, parce que finalement, c'est un des sujets clés du développement durable, c'est conduite de changement. En fait, derrière, c'est comment faire différemment. Donc, c'est plus une approche de processus qu'une approche de juste verdir une ville, quoi.
Voilà. Voilà, c'est d'autres exemples au Caire que je montrais d'une initiative qui s'appelait Tadamoun, qui est assez intéressante. Lorsqu'on parle des villes arabes, on pense inévitablement à la question de la résilience de ces dernières face au changement climatique. Cette problématique est-elle aujourd'hui suffisamment prise en compte par les autorités locales? Alors, là encore, c'est vrai, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un glissement qui s'est fait dans les années 2010 à peu près, ou un enrichissement, je ne sais pas si c'est un glissement, et une convergence entre développement durable et climat. Climat, parce que bon, la COP 21 a fait grand bruit, l'accord de Paris, l'idée d'un monde pas plus de 2 degrés, même si maintenant on en est malheureusement au-delà. Et puis d'essayer de se dire, bah, finalement, qu'en est-il aussi de la lutte contre l'impact du changement climatique dans cette région? Finalement, ça recroise beaucoup de thèmes du développement durable. Ça recroise des sujets qui sont à la fois l'atténuation, l'adaptation. L'atténuation, c'est d'essayer que les villes développent des actions qui limitent les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'atténuation. Et puis l'adaptation, c'est que les villes développent des actions qui permettent de limiter l'impact du changement climatique, d'être du coup moins coûteux à coup de berges qui vont être détruites ou d'inondations qui vont être très coûteuses pour remettre en état. Donc, d'essayer de limiter cet impact et donc d'avoir des activités d'adaptation. Alors, depuis les années 2010, c'est vrai que c'est un agenda qui monte, le changement climatique. La recherche aussi s'y intéresse, parce que c'est assez intéressant de voir comment ça embraye plein de choses de l'action publique. Sur le monde arabe, il se trouve que les villes et même les États ont peut-être un peu plus de mal à travailler d'une manière générale sur le climat et l'impact du changement climatique qu'ailleurs, particulièrement par exemple les régions tropicales. Les régions tropicales, c'est assez facile de voir qu'il y a une recrudescence d'inondations, il y a une recrudescence de la modification du régime de la mousson, et du coup, des épisodes de tempêtes qui sont accrus, des impacts qui sont de plus en plus importants, que ce soit dans la zone tropicale africaine, en Asie, etc. Dans le monde arabe, c'est plutôt un monde sec, comme on sait. Donc, ce n'est pas tellement ces aspects aussi visibles du changement climatique qui se voient en fait dans cette région. Alors, du coup, qu'est-ce qui se voit comme impact du changement climatique dans le monde arabe? Ben, je dirais il y a peut-être trois choses qui se voient plus ou moins. Une qui est en cours d'étude, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, qui est l'impact du relevé du niveau de la mer, donc sur toutes les villes côtières, que ce soit Casa, que ce soit Tunis, quand on parle des capitales, que ce soit Alexandrie en Égypte, et qui montre que de plus en plus, la mer monte beaucoup plus vite que sur un trend d'avant, et que ça demande aux villes de s'adapter par rapport à cette montée et de peut-être réarticuler les activités et essayer aussi de s'adapter par rapport à une recrudescence de tempêtes maritimes. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'îlot de chaleur urbaine. En fait, les stations de météorologie, les différentes villes, les captations thermiques qu'on arrive à faire, quand c'est instrumenté, hein, toutes les villes n'ont pas l'instrumentation, mais quand elles l'ont, en tout cas les capitales, elles l'ont toutes, c'est de voir que les villes centres ont très souvent ce phénomène de concentration de chaleur, finalement d'une ville qui absorbe des températures très élevées, particulièrement l'été, mais qui, du fait de saturation et de pollution atmosphérique, garde la température très élevée, y compris la nuit. Et là, on va avoir des différentiels, alors parfois qui sont assez dingues, de 5, 6, 7 degrés entre le centre de la ville, par exemple si je suis au Caire, au centre, et si je suis vraiment à 50 ou 100 km dans le Fayoum, on peut avoir des variations de 5 à 7 degrés entre les espaces. C'est vrai aussi dans d'autres régions. Donc cet impact et cet effet de l'îlot de chaleur urbaine, c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus prégnant. Et la troisième et dernière chose, c'est peut-être tout l'impact de tout le régime de pluie
de plus en plus rapide et violente. C'est un pays où on est plutôt en stress hydrique, il y a de moins en moins d'eau, et quand il y en a, donc les sols sont de plus en plus secs, et quand il y en a, les pluies, elles tombent, mais très rapidement, très violemment, d'une manière courte, de plus en plus courte, et elles n'ont même pas le temps de pénétrer dans les sols, comme une espèce de carapace un peu sèche, du fait de ce stress hydrique, de manque d'eau. Donc, ce qu'on appelle un peu le phénomène de flash flooding, pardon, où on va avoir donc ces pluies très concentrées. Alors derrière, donc ça pose pas mal de questions de comment s'adapter, comment les villes vont anticiper et préparent finalement ces changements qui ont déjà lieu. Et là, là aussi, il y a un agenda qui est assez important, qui est déployé. Les villes tentent, certaines, de mettre en place ce qu'on appelle des plans climat, donc des plans climat locaux, c'est-à-dire que les municipalités, quand elles sont autorisées par les États centraux, ben ça va être vrai du Maroc, ça va être vrai du Liban, la Tunisie aussi les développe, alors à plus ou moins forte échelle, mais on va avoir ce souci d'intégrer une sorte d'état des lieux initial, de baseline, de thermique, de régime des pluies. On va essayer de cartographier les vulnérabilités et derrière d'essayer d'avoir des actions pour compenser les impacts et les destructions liées à des phénomènes extrêmes et qui sont en recrudescence. Donc ça, c'est un agenda qui monte. C'est clair que les bailleurs de fonds, la Commission européenne aussi, qui a sa politique de voisinage, pousse pour financer des actions climat, dans la mesure où ça devient quelque chose que cette région du monde, mais c'est vrai aussi de toutes les autres régions du globe, ça devient une question un peu incontournable, tant la planète se réchauffe et de plus en plus vite, malheureusement. Tout ce qui est gestion de l'eau, alors et oui, c'est vrai que c'est un énorme sujet. Ça va être à la fois les eaux superficielles et puis les eaux profondes, parce qu'on a tous les sujets de pompage dans des nappes qu'on dit les nappes fossiles. Donc, c'est des nappes qui se reconstituent plus. Donc là, on va avoir des phénomènes de pompage d'eau pour de l'eau potable, pour de l'eau agricole, qui est de plus en plus menacée, toutes ces nappes. Et puis les nappes aussi phréatiques, et puis les ressources superficielles qui font l'objet aussi de politiques publiques qui sont particulièrement importantes. Et là, on rejoint, donc pareil, il y a un ensemble de travaux de recherche sur l'eau potable, Claude de Miras et d'autres qui ont beaucoup travaillé ça. Et c'est vrai que cette gestion de l'eau, justement, je voulais vous donner un exemple avec Tétouan. Donc Tétouan dans le nord Maroc. Donc là, vous avez vous avez un plan de projet. En fait, il y a une société de projet qui s'appelle la Stavom qui développe depuis 5-6 ans un projet où on va avoir donc ici la mer Méditerranée, l'Oued Martil, et puis la ville de Tétouan qui est à peu près à 15 km du front de mer. Donc on a ici cette ville. Et donc, on va avoir un grand projet à la fois de protection contre les inondations de l'Oued Martil, parce que l'Oued Martil est sujet à de nombreuses inondations. Et pareil, ce que je disais par rapport au changement climatique, des inondations plus violentes, plus courtes, qui affectent du coup la ville de Tétouan et qu'il faut donc protéger. Et puis un projet aussi urbain pour essayer de connecter davantage la ville de Tétouan avec son oued, qui est vraiment une ressource, et une ressource quasi naturelle qui mène jusqu'à la mer Méditerranée. Cette société, la Stavom, qui est une société marocaine, donc, développe depuis un petit moment le projet. Ils ont fait sur la gestion de l'eau et du cours d'eau une première phase de travaux, des travaux qui ont été très coûteux. Là, on voit les gabions, on voit donc l'endiguement. Le gabionnage est plutôt intéressant parce que ça reste quand même perméable par rapport à des structures béton. Donc, ça permet aussi des reflux d'eau, etc. Mais on voit qu'il y a eu reprofilage, on voit qu'il y a eu des travaux quand même assez lourds par rapport à une situation initiale où le cours d'eau était beaucoup plus naturel d'aspect, beaucoup moins anthropisé, et avec
quand même cette vertu initiale d'avoir de part et d'autre sur ces berges ce qu'on appelle des zones d'épandage, des crues. C'est-à-dire qu'en régime de crue, l'Oued peut déborder naturellement sur des zones agricoles. Ça, du coup, c'est des sujets par rapport au changement climatique assez intéressants à suivre, par exemple, sur ce projet, parce que, du coup, ça a posé plein de questions. Est-ce que rigidifier un cours d'eau, est-ce que c'est réellement la bonne solution? Bon, on sait que ça coûte beaucoup. On sait que rigidifier, reprofiler, refaire des berges un peu dures, ça a une vertu, mais ça ne protège pas contre des crues centenales. Ça ne protège pas si on fait ça tout du long. C'est-à-dire que si on fait ça tout du long, de reprofiler et d'artificialiser, eh ben, il n'empêche qu'à un moment donné, il n'y a plus de zone d'épandage naturelle, celle que je vous montrais à l'origine. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se dire finalement quel WED on a un peu envie à l'avenir et de quoi les habitants de Tétouan pourraient bénéficier. En fait, cet WED, il est juste splendide et il a une saisonnalité. Il va être très en eau plutôt l'hiver. Il va être interrompu et parfois avec des zones plus sèches en été. Et moi, j'y suis allé à plusieurs moments de l'année. Et en été, c'était passionnant parce qu'en fait, en été, il était beaucoup moins en eau. Et comme on le voit là, il y a des chemins qui ont pu être refaits, des franchissements où les paysans, ils allaient d'un endroit à l'autre. Il y avait des bergers qui y mettaient les pâturages. Il y avait les enfants qui y jouaient. Donc, il y avait des nouveaux usages qui étaient créés. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'au final, le paysage de l'Oued pouvait vraiment être une des conditions donc, de réussite du projet. Là, la photo, elle est assez saisissante d'un point de vue aérien. On a l'embouchure de l'Oued Martil et puis donc, au fond de l'image aérienne, la ville de Tétouan. Et là, donc, avec donc, les collègues de l'AFD, et un bureau d'études et donc l'agence François Leclerc avec la Stavom. Donc, il y a eu tout ce travail qui a été mené pour développer donc les usages, essayer d'avoir une variété d'usages, qui ait une diversité et de paysages et d'usages le long de l'Oued, qu'à des endroits, l'Oued soit plutôt plein en eau, d'autres, il soit moins plein, à des endroits, les berges très nature, à d'autres endroits, des berges plus construites, que le rapport à la ville soit différencié. Donc, il y avait vraiment il y a eu toute une approche de corridor écologique, réappropriation de l'eau, d'essayer de voir comment on peut construire au bord de l'eau. Et là, c'est les questions aussi de gestion du rez-de-chaussée, comment on peut avoir une forme d'inondabilité aussi de la construction, comment essayer de travailler qu'il y ait des zones inondables en amont. Donc, il y a eu toute cette question des crues centenales ou des crues vraiment très abondantes, toutes ces séquences paysagères à avoir. Et là, ça donne lieu à plein d'échanges. Moi, j'ai assisté à des échanges. J'avais à la fois ma casquette de l'AFD et puis ma casquette de chercheur. Je trouvais ça passionnant aussi de voir que là, on peut aussi buter sur des questions de culture et de rapport à la nature. C'est-à-dire que quand on parlait de tout ça, notamment à la Stavom et à la municipalité de Tétouan, eux, ils avaient vraiment en tête un souhait et un désir d'avoir un oued toujours en eau. Donc, que ce soit l'été ou l'hiver, ils souhaitaient, ils nous disaient, mais on ne pourrait pas avoir une navigabilité tout du long, de remonter l'Oued en bateau jusqu'à Tétouan, qui est à 15 km. On ne pourrait pas avoir une marina. On ne pourrait pas avoir donc une forme de rivière donc constamment en eau. Et ça, là, on voyait bien que les travaux hydrauliques, eux, ils avaient en tête un peu des travaux tels qu'on les faisait en Europe dans les années 80-90, et que cette culture un peu à la fois du risque, cette culture du changement climatique, cette culture aussi d'une rivière qui peut avoir plusieurs paysages, plusieurs usages, ça donnait lieu à des discussions assez amusantes parce qu'on voyait bien que chacun avait un peu sa manière et sa représentation et sa culture et que ce n'était pas forcément simple d'un coup d'avoir une culture partagée et de aussi faire adhérer quelque part vers d'autres principes qui sont peut-être, qui absorbent plus pour le coup l'impact du changement climatique et puis se dire aussi d'ailleurs au passage que de faire moins de travaux
mais peut-être aussi du coup d'avoir plus de zones pour l'épandage des crues, etc. Mais faire aussi moins de travaux tels qu'il avait déjà fait en première phase, ça va coûter moins cher à la collectivité. C'est-à-dire qu'en prenant soin du climat, en urbanisant moins, on a aussi un coût sur les travaux qui peut être intéressant. Mais ça, voilà, donc ça donne lieu à des échanges qui sont en cours et on voit que cette question culturelle sur le climat, elle est intéressante parce que y a chacun son rythme, c'est-à-dire chacun avance aussi à son rythme et que nous aussi, on a eu très longtemps, en France en tout cas, une culture très marquée par les ponts et chaussées, les grandes infrastructures, on devait se protéger plutôt que de vivre avec un risque. Et finalement, aujourd'hui, c'est vivre avec. C'est vivre avec le changement climatique, c'est vivre avec le Covid, c'est vivre avec. Ça montre peut-être aussi très justement que la conception qu'on a souvent que le développement durable, c'est un développement vert, euh, n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Oui, ouais, complètement. Et c'est vrai que cette question de couleur, moi, très souvent, on se le redisait dans l'équipe, finalement, cette région du monde, le monde arabe, c'est peut-être pas la couleur verte qui est la plus adaptée pour incarner la ville durable, puisqu'on est, je le disais, dans une région de stress hydrique, de manque de ressources d'eau, etc., et que ça va croissant, et que finalement, c'est peut-être une ville où même les espaces d'hiver peuvent être de gestion raisonnée par rapport à l'eau, et si l'été, on n'a pas beaucoup d'eau, d'accepter d'avoir des espaces verts frugaux, hein, où il y aura moins de consommation d'eau. Là encore, c'est une culture dans les métiers, faire accepter dans les services espaces verts d'une municipalité, faire accepter de ne pas arroser tout du long de l'année, d'avoir une gestion un peu frugale des espaces verts, c'est une conduite du changement. Cette conduite du changement, clairement, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un mois ni en 2 mois, c'est quelque chose d'assez moyen terme, voire long terme, d'accompagner aussi des équipes techniques, les jardiniers, les pépiniéristes, toute une filière, à se dire, ben, finalement, je vais arrêter de faire que du fleurissement et du verdissement de ma ville, mais d'avoir quelque chose de plus adapté à mes ressources. Et là, c'est vrai que c'est un peu ce que je mettais aussi un petit peu sur la slide, c'est-à-dire quand on compare aussi un peu rive du nord, rive du sud de la Méditerranée, j'ai mis un peu la charte d'Athènes et la charte d'Alborg. En fait, c'était des documents très importants dans la culture des villes en Europe. La charte d'Alborg, elle est un peu moins connue que la charte d'Athènes, mais elle est tout aussi importante. En 1994, ça a été une charte qui a essayé d'inverser des principes de la charte d'Athènes. C'était de dire, par exemple, sur l'eau, arrêtons de couvrir les ruisseaux, arrêtons de bétonner le paysage de l'eau, mais au contraire, réouvrons l'eau et acceptons une gestion de l'eau plus durable, un peu comme je le montrais sur l'oued Martil à Tétouan. Donc, pas forcément que des énormes travaux de canalisation, mais aussi accepter des zones d'épandage de crues, des zones où la rivière rend ses services à la ville. Et ça, c'est vrai que dans le monde arabe, on n'a pas vraiment de doctrine. Les praticiens, que ce soit dans les services techniques, dans un ministère, dans une ville, il n'y a pas de charte ou de doctrine forte faite par les experts de la région. Hein. Ça n'est pas à faire par des Singapouriens ou des gens d'ailleurs. C'est vraiment, ce serait une charte idéalement qui serait à faire par et pour les praticiens de la ville. Et ça, on manque là encore de références. Je parlais d'exemples donc de villes dans le monde arabe, d'exemples de projets qui ont valorisé des espaces frugaux en consommation d'eau, des espaces de biomasse, des espaces de gestion de l'énergie. Alors ça, on a un peu plus. On va avoir un peu plus des exemples de gestion d'énergie renouvelable. Mais c'est vrai qu'il y a un manque un peu de références.
Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours là et de se dire, bah voilà, comment on expérimente, comment je fais avec mon soleil, avec la ventilation, avec les ressources en eau de mon territoire, avec les paysages, avec les usages aussi qui préexistent, comment je fais. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez frappant dans le contraste d'une rive de la Méditerranée à l'autre. Dans le monde arabe, y compris dans les cercles intellectuels, il existe encore aujourd'hui une certaine réticence à considérer les problématiques environnementales comme de véritables enjeux politiques. En quoi l'exemple des villes arabes durables nous montre-t-il que l'environnement est justement plus que jamais un sujet d'actualité politique dans le contexte des villes arabes aujourd'hui? Euh, Bon, c'est vrai que sur l'environnement, euh, les choses sont très souvent un peu séparées des questions urbaines. C'est un peu, finalement, on valorise toujours la ville contre l'environnement, là où dans d'autres régions du monde, il y a eu une forme de recouplage qui est réapparu de ville et environnement, et pas ville contre environnement. Dans la tête des décideurs, on va avoir du coup toujours un peu cette défiance sur l'environnement. Puis très souvent, il y a eu ces discours environnement contre le social ou contre l'économique. Enfin, c'est des vieux serpents de mer qui sont toujours là. Là où, finalement, les concessionnaires, par exemple, de réseaux publics, ça va être, je ne sais pas, par exemple, l'éclairage public urbain, ça va être l'adduction d'eau potable, ça va être la gestion des eaux de pluie. En fait, tout est possible maintenant pour avoir, dans une conduite de changement, avoir affaire à d'autres techniques, à d'autres manières de prendre le sujet finalement à bras le corps. La gestion des eaux pluviales, aujourd'hui, on n'est pas obligé, les pouvoirs publics ne sont pas obligés d'avoir un système enterré d'un réseau qui va capter par les gouttières de chaque édifice les eaux pluviales. On peut très bien avoir une gestion à ciel ouvert où on va avoir ce qu'on appelle des noues, par exemple, qui vont collecter les eaux pluviales à ciel ouvert et permettre d'alimenter en eau, d'irriguer finalement toute une promenade où on va avoir une végétation, peut-être une promenade pour que les gens se baladent. Et donc, on peut très bien penser autrement la gestion des eaux pluviales. Je parlais aussi de la gestion de l'éclairage public. L'éclairage public, c'est pareil. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le solaire, les énergies renouvelables, il y a des études qui montrent qu'on peut avoir 30% de gains sur le coût financier de l'éclairage public urbain. Et donc, actuellement, il y a des villes, alors il y en a quelques-unes qui se sont lancées dedans. Hein. Il y a par exemple Salé au Maroc, elle s'est lancée dedans. Mais dans le reste de l'Afrique, ça va croissant et ça va peut-être pas aussi vite dans le monde arabe d'aller sur des plans climat d'éclairage public où une ville va se relancer et faire finalement tout mettre son éclairage public en solaire. Donc oui, il y a beaucoup de chantiers et toujours de la résistance, même si les choses, elles évoluent assez vite. Et même moi, ce que je pouvais écrire dans les années 2010, dans certains articles que j'ai faits, je trouve aussi que bah, les choses, elles avancent malgré tout. Elles avancent dans un sens plutôt quand même positif, avec des villes qui expérimentent de plus en plus selon les pays. Dans vos différentes publications, vous mentionnez également que le développement urbain durable transforme l'action publique dans les villes du monde arabe. On peut donc se demander si l'arrivée de nouvelles technologies dans ces villes favorise des procédures de concertation et de participation populaire ou au contraire, si ces technologies-là sont un moyen pour les régimes politiques de ces pays de reproduire les relations de domination ou en recourant aussi aux pratiques du greenwashing. Oui, mais c'est vrai que c'est assez intéressant aussi ce thème donc de la participation des habitants et puis du greenwashing. C'est vrai que pour être bien compris, en fait, par greenwashing, on entend finalement une intention un peu cynique de verdir un projet pour le présenter comme durable, environnemental, etc.
alors que finalement, les intentions de départ peuvent être très mercantiles, très centrées sur la rentabilité. Donc, ce greenwashing, on a un peu cherché, si quand je dis on, c'est avec une équipe de chercheurs, hein, où dans les années, fin des années 2000, début des années 2010, sont apparus des nouveaux écoquartiers, éco-cités, ça s'appelait aussi, ou quartiers durables, tels que je montrais un peu là sur la slide, que ce soit beaucoup au Maroc, hein. On a vu aussi, même en Syrie, il y en a eu un à Damas à un moment donné. On en avait en Égypte, sur certaines villes nouvelles qui étaient qualifiées de villes durables, ou encore en Tunisie. Donc, on avait essayé de monter cet observatoire en essayant vraiment d'identifier où et quand sont apparus ces projets pilotes. On avait donc ensuite lancé tout un tas d'interviews auprès des aménageurs, auprès des architectes qui avaient conçu ces quartiers, auprès des habitants pour voir s'ils avaient participé. On a trouvé donc beaucoup au Maroc, comme c'est indiqué un peu sur la slide, donc aussi en Tunisie, Damas, au Caire. Et de là, on a vu, en fait, c'était beaucoup des initiatives donc, portées par le privé, les promoteurs, les développeurs privés, que ce soit au Maroc, là c'est écrit en anglais, mais que ce soit à Rabat, où on a la caisse de dépôt et de gestion avec sa branche privée qui développe tout un projet qui s'appelle Al Bustan, ou Sindibad à Casablanca avec le groupe Alliance, où on a aussi Eastern Western, qui sont deux gros morceaux de ville de part et d'autre du Nil au Caire, que développe Solidaire, hein. Et puis aussi ce quartier développé par l'administration de Damas, à l'ouest de la 30e rue. Et puis en jaune, on a donc j'ai un des rares exemples porté par une association, donc une association de la société civile à Kelibia, qui avait développé cette approche quartier durable avec des fonds du PNUD. Donc beaucoup d'acteurs privés qui se sont emparés un peu de ces initiatives. De là, on avait regardé qui étaient les experts à avoir travaillé dessus. On a beaucoup de cabinets français, mais aussi des cabinets américains ou anglo-saxons pour la partie Kérot, ou même en Syrie, donc qui ont conduit les études. Là, on a aussi la grosse ville verte de l'ECP, hein, donc à Ben Guerir, avec laquelle d'ailleurs nous à l'AFD on est en lien pour essayer de voir comment accompagner l'ECP, donc l'Office chérifien des phosphates, qui est un des numéros 1 à la base de l'exploitation du phosphate, et qui tente aussi, à l'endroit où elle avait des mines, que ce soit à Ben Guerir ou Rourikba, de réparer un peu le territoire en repensant des territoires d'innovation. Donc là, c'est assez intéressant sur le projet. Alors là encore, bon, le marketing est passé par là. Le roi, qu'on voit aussi, qu'on devine sur la slide, inaugure. C'est très suivi. On voit que le vert a été mis alors que c'est une région sèche. Donc ça fait écho aussi à des propos qu'on a eus avant, pour montrer que c'est vraiment très environnemental. En fait, c'est pas du tout si vert que ça, en réalité, dans les premiers espaces publics, espaces verts qui ont été faits. C'est assez intéressant. C'est plutôt même frugal en ressources en eau, en consommation d'eau. Et c'est plutôt intéressant ce projet-là, puisqu'il est directement contigu de la ville existante, hein, de Ben Guerir. C'est à peu près, allez, disons 100 000 habitants à peu près. Ce n'est pas une région très, très prospère, Ben Guerir. C'est à 70 km de Marrakech. On ne connaît pas tellement à Ben Guerir. L'idée, en limite de la ville existante, c'est d'avoir une grosse université d'excellence. Donc, il y a un accent qui est mis sur l'emploi, la formation, donc grosse université d'excellence, pôle de recherche et de développement R&D sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et puis, donc ce cluster un peu sur l'innovation, etc., qui essaie d'être développé autour de l'université Mohamed VI. Donc, ça, c'est ouvert. Donc, l'université est ouverte, le parc industriel et d'innovation sur l'énergie renouvelable est ouvert, les premiers espaces publics sont ouverts, les premières résidences sont en cours de construction. Et c'est assez intéressant, ils sont aussi venus nous voir parce qu'on a, à l'Agence française de développement, on a aussi un réseau sur les villes numériques. Comment
essayer de faire bon usage de sa transition numérique quand on est une municipalité. Et là, tout le sujet, quand l'ECP a répondu à l'appel à projet qu'on avait fait, donc c'est l'ECP et la ville de Ben Guerir, l'idée, ça a été essayer de se dire comment avoir le même numérique que l'on soit dans la ville verte ou que l'on soit dans la ville existante et ne pas avoir une meilleure connexion et un meilleur accès dans la ville très très moderne, et puis aucune connexion et un fossé numérique avec les habitants qui habitent dans la ville de toujours. Donc là, c'est d'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à ça, comment avoir des données communes, comment avoir un accès commun, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y a eu aussi cette histoire de l'écocité Zenata, qui est un gros morceau, hein, qui est entre Casa et Rabat. C'est alors pareil, toujours le roi qui avait suivi. Donc voilà, même la photo au moment de la COP 21 avec François Hollande, enfin, le précédent président de la République. Et alors là, c'est plutôt intéressant parce que derrière le mot écocité, il y a eu toute l'idée de locomotive pour essayer que ce ne soit pas juste une ville dortoir. Donc c'est là que maintenant il y a le premier IKEA. Donc c'était la première locomotive. Une deuxième locomotive, c'est un campus aussi d'éducation, donc université, centre de recherche, etc. Et la troisième locomotive, c'est la santé. Donc il y aura un campus hospitalier sur cet espace. Et puis derrière, alors, il y a eu toutes ces expérimentations de tram bleue, il y a eu tout ce qu'on appelait la trame aérolique. En fait, c'est que les urbanistes, notamment c'était Bernard Reichen, et puis il y avait aussi l'ingénierie environnementale, Franck Boutet, donc c'était une ingénierie française qui, avec une ingénierie marocaine, ont essayé de mettre en place, en fait, ce qu'on devine, bon, c'est un peu petit sur la slide, mais qu'on devine là en haut à gauche. En fait, l'idée, c'est d'orienter tout simplement les rues et les îlots en fonction de la brise venant de la mer, donc l'océan est juste à côté, sur les 470 hectares, et d'orienter pour avoir un maximum recours à la ventilation naturelle. Donc là encore, il y a eu tous ces efforts qui ont été faits dans l'implantation des îlots, dans l'orientation des bâtiments, dans la trame verte et bleue, qui a été essayé d'être fait. Et puis ce qu'on appelait un peu une écologie du Sud, qui a essayé de se mettre en place, à la fois de nous, de recueil des eaux pluviales à ciel ouvert. Donc il y a eu tout ce vocabulaire qui a été un peu créé et qui a été expérimenté sur cette écocité. Du coup, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu toute cette génération un peu spontanée d'éco-quartiers, d'éco-projets. D'un point de vue de la recherche, on s'est posé plusieurs questions. Alors, on s'est dit, au final, tiens, est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle ressource politique pour les aménageurs qui en font un nouveau produit, finalement, comme elles déclineraient l'écoquartier, c'est leur nouveau, leur nouveau produit qu'elles mettent en tête de gondole pour attirer les CSP plutôt plus, les classes moyennes et classes supérieures qui vivraient dans ces espaces. Donc ça, c'est évidemment toute une hypothèse qu'on s'est posée. Et puis aussi une deuxième hypothèse, et même si c'était ça, est-ce que malgré tout, ça n'est pas aussi des lieux d'acculturation, de changement de pratique par rapport aux grands projets un peu classiques qui se faisaient jusqu'à présent dans la région? Est-ce qu'on ne peut pas voir d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, et même peut-être des risques que prennent les aménageurs en se lançant dans ces éco-projets qu'ils ont conçus un peu comme ça? Alors, à la première question, c'est quand même plutôt oui. C'est vrai que c'est quand même un nouveau produit du capitalisme urbain. C'est vrai qu'il y a du greenwashing, clairement, pour reprendre à votre question. C'est vrai qu'il y a ces poches de haute qualité environnementale avec des pistes cyclables, alors qu'en plus il fait très chaud, mais sur les plaquettes, on monte des pistes cyclables. Et puis, on voit que c'est une offre qui cible quand même vraiment les classes aisées, voire les étrangers. Au Maroc, ils disent même les MRE, hein, les Marocains résidant à l'étranger, ou les Français, ils viennent acheter et donc les Marocains, ils suivent. Et puis, en même temps, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est un produit du capitalisme. Pas du tout de concertation, très très peu de participation, et puis tout au plus des réunions publiques. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a une forme de génération spontanée, parce qu'en fait, ça sort un peu d'une table rase, sans que les politiques publiques soient là. Je donne un exemple. Par exemple, l'aménageur va essayer de promouvoir le vélo
dans son écoquartier. Donc, il trace avec l'architecte des pistes cyclables, etc., qui sont connectés, dès qu'on sort du projet, du quartier, qui sont connectés à rien, vu qu'il n'y a pas de réseau de pistes cyclables en dehors de cet écoquartier dans le reste de la ville. Donc, pareil, j'essaie de collecter, l'aménageur essaie de collecter les eaux pluviales à ciel ouvert et d'avoir une gestion un peu raisonnée, sauf que ce n'est pas du tout réintroduit dans une gestion des espaces verts plus frugale, et qu'au moment où l'aménageur il rétrocède concrètement à la collectivité la gestion des jardins, il dit à la collectivité, voilà, moi je les ai faits, je les ai produits, maintenant ils sont prêts, on peut les exploiter. Il les rétrocède à la ville. Et puis la ville, elle n'est pas du tout armée pour pouvoir avoir une gestion différenciée des squares, des jardins, des placettes, et que dans le reste de la ville, elle fait toujours un peu pareil. Et que du coup, l'expérimentation, elle tourne, enfin, elle a très très clairement ses limites. Et puis, dans le deuxième niveau d'analyse, ce que je disais, c'est que finalement, quand on regardait aussi de près, en fait, il y a une prise de risque quand même de ces aménageurs, même les aménageurs cotés en bourse, tellement finalement faire autrement et ne pas faire que du vert n'est pas si sûr d'être acheté par les classes aisées. C'est-à-dire que les classes aisées du monde arabe, la bourgeoisie ou les bourgeoisies du monde arabe, elles sont toujours dans dans leur mentalité à avoir envie plutôt d'espaces fermés, d'espaces très verts, le golf, les attributs en fait de leur classe sociale. Donc finalement, une nouvelle proposition, ce n'est pas forcément un gage que le projet va être vendu, va être acheté, va être approprié. Donc du coup, ce n'est pas toujours simple. De la même mesure aussi, un peu en lien avec ce que je disais, quand on expérimente une autre manière de gérer l'espace public, la nature, les ressources, finalement, ça se heurte très vite aussi aux autorités locales qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont du mal finalement à prendre en charge tous ces nouveaux espaces. Et puis aussi, toute la chaîne un peu pour fabriquer la ville. Si on dit, eh bien tiens, je vais faire de la ventilation naturelle, je vais essayer d'avoir des matériaux de circuits courts, etc., dans les carrières à proximité, non pas d'importer, et d'avoir des artisans qui posent bien les fenêtres, et ben, la chaîne, finalement, jusqu'aux artisans et aux différents corps de métier qui réellement fabriquent derrière avec les entreprises, on voit très souvent les aménageurs et même les futurs acquéreurs se plaindre, disant que dans l'aval de la chaîne, il y a un manque de savoir-faire, il y a un manque de technicité, de technique qui se fait jour. Donc, du coup, alors il y a eu plein de… Sur Zenata, par exemple, il y avait l'aménageur qui était stressé sur son bilan. Il disait, oh là là, mais finalement, ça a pris vraiment beaucoup de risques. Et puis, en plus, avec fabriquer tous ces espaces verts, ces espaces en eau, ces espaces à ciel ouvert, du coup, on a moins d'espace à construire pour vendre. Donc, du coup, on a pas mal de problèmes. Rétrocéder finalement l'énergie ou la gestion de l'eau aux concessionnaires, là, comme par exemple à Zenata, c'est la filiale de Suez qui gère tout ce qui est eau pluviale, eau potable, les ingénieurs ne voulant pas forcément changer leur manière de faire. Bref, en fait, c'est loin d'être simple. Et dans une deuxième lecture, ce n'est pas du tout aussi simple de réellement mener à bien le projet. Et finalement, bon, c'est par petites touches que quand même des choses avancent. Et il y a aussi, alors je parlais d'experts français beaucoup pour les projets notamment marocains, mais il n'y a pas que des experts français. Puis il y a aussi des passeurs, il y a aussi des experts marocains. C'est-à-dire qu'il y a l'ingénierie et les corps techniques sont quand même en évolution dans les universités. Les cursus de tout ce qui est ville durable, éco-urbanisme, éco-architecture, éco-construction, c'est en train d'apparaître dans les différents cursus de master. Et on va avoir, par exemple, typiquement à l'école du paysage, les paysagistes, c'est un peu une nouvelle profession aussi dans ces pays-là. Là, au Maroc, il y a une passeuse un peu qui était à la fois à l'école du paysage de Versailles et puis qui est franco-marocaine, d'ailleurs, ou marocaine seulement, j'ai un petit doute, mais Mounia Benani, typiquement, elle a conduit beaucoup de chantiers de paysage où elle essaie de faire autrement. Moi, je montre un peu deux de ses réalisations. Ça, c'était des photos que j'avais prises quand j'étais allé voir un des chantiers pour montrer. Là, on voit bien, oui, c'est quand même un peu vert, le paysage, mais c'est aussi
de la terre rocailleuse, rouge. C'est aussi des herbes sèches à gauche. Là, on a un système de nous. Ben alors donc ce fossé qui normalement, alors en Europe, il est beaucoup plus creusé le fossé, il récolte les eaux pluviales, il pleut beaucoup moins à Rabat, même s'il pleut quand même, hein, c'est quand même plus océanique et méditerranéen le climat, mais on va avoir cette coulée un peu de rétention d'eau qui est là et des espèces qui sont adaptées aussi au milieu. Donc elle pense, c'est des photos de son design, Amounia Benani, elle pense les espaces aussi un peu comme ça. Et là, on est loin, finalement, avec ces plantes grasses, etc. On est loin des espaces tout verts et du golf prêt à jouer. Donc voilà, donc je voulais un peu montrer ces exemples-là. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi pour convaincre. Convaincre, donc faire participer, c'est aussi expliquer, c'est aussi une pédagogie. Donc il y a un énorme enjeu de pédagogie, prendre en compte des usages pour que les gens s'y sentent bien, les familles, les enfants qui vont après habiter ce qu'on voit là sur la slide dans les immeubles, s'y sentent bien, et puis aussi y aller graduellement, parce que peut-être qu'eux, ils ne sont pas encore prêts à avoir des choses drastiquement sèches ou plus adaptées. Donc voilà, il y a pas mal de compromis après à prendre en compte. Et c'est intéressant de suivre aussi, d'observer un peu tous ces compromis et toutes ces solutions qui sont trouvées chemin faisant pour la gestion en fait, des ressources et la gestion des espaces. Vous venez d'en parler, vous disiez que les autorités politiques restaient encore à convaincre, mais qu'en est-il de la jeunesse dans le monde arabe? Est-ce que la jeunesse du monde arabe ne s'est pas aussi en quelque sorte approprié la cause du développement durable, et comment cela s'est peut-être aussi vu avec le printemps arabe? Quel impact ont-elles eu sur les politiques du développement durable, dans les mobilisations contre les régimes autoritaires? Est-ce qu'on a pu voir émerger une nouvelle forme d'action collective portée par et sur le développement durable? Alors, merci pour la question. C'est vrai que bon, maintenant, ça remonte un peu les révolutions et avec plein de guillemets et la fortune diverse selon les pays que ces révolutions ont connues. Euh, Clairement, les mobilisations environnementales et même les mobilisations qui étaient un peu liées à l'environnement, enfin connexes, qui étaient les mobilisations sur le droit au logement, sur les mobilisations aussi en termes de conditions de travail, ça ne date pas des révolutions. C'est-à-dire qu'avant même les révolutions, c'était plus ou moins étouffé, plus ou moins caché ou plus ou moins médiatisé dans certains pays avec les réseaux sociaux. Typiquement, sous Moubarak laissait faire pas mal de mobilisations avant même sa chute, que ce soit, il y avait une île au Caire qui s'appelait Dahab, une espèce d'île qui est enjambée par la Ring Road, qui est une des dernières terres agricoles menacée par un gros projet immobilier spéculatif. Et puis les agriculteurs, puis plein d'associations menées par des universitaires, etc., défendaient cette île. Et ça a freiné jusqu'à présent un projet d'urbanisation et de bétonisation de cette petite île qui est sur le Nil au Caire. Pareil, au Maroc, il y avait pas mal de mobilisations avant même les événements de 2011. Et c'était même d'ailleurs permis dans la législation marocaine. Typiquement, moi, on a un collègue, Hicham Mouloudi, qui a fait une assez belle thèse sur le projet du Bourg-et-Greg, qui est à Rabat. Et il y a le dispositif d'enquête publique qui existait déjà avant les événements et ces fameux printemps arabes. Le dispositif d'enquête publique, en 2009-2010, avait permis, au moment de l'enquête publique du plan d'aménagement du Bourg-et-Greg, que les riverains se manifestent et même s'opposent à un certain nombre d'orientations du projet, à le manque d'équipement, la privatisation de la marina, le sort à venir des barcassiers, c'était ces fameux traversiers, les petits bateaux artisanaux qui traversaient l'estuaire du Bourg-et-Greg, le sort des oiseaux, parce que c'était une zone humide. Donc, les mobilisations pouvaient vraiment être plus ou moins vivantes, mais étaient vivantes dans certains pays avant même les révolutions. Et c'est vrai que les révolutions ont vraiment ouvert une boîte, enfin, ont amplifié le mouvement des mobilisations sociales. En tout cas, c'est particulièrement vrai en Tunisie. Si on prend en tout cas l'exemple de la Tunisie, c'est vraiment un bel exemple où les mobilisations
sont devenues très importantes. Ont d'ailleurs, alors ça a été un peu, ça a gêné un petit peu parce que finalement il y avait tout l'héritage de ce dont je parlais, de Ben Ali, des boulevards de l'environnement, du Fennec, etc., dont on se rendait bien compte que c'était pas une si mauvaise idée que ça d'avoir une forte politique environnementale volontariste, bon, sauf qu'elle a été complètement détournée pour légitimer le régime de Ben Ali. Donc du coup il y avait une espèce de malaise un peu par rapport à cet héritage. Mais du coup, il y a eu une demande claire d'un meilleur cadre de vie. Il y avait vraiment cette demande qui apparaissait, qui était très naturelle, qui était quasiment consensuelle, qu'on soit d'un parti islamiste ou d'un parti de gauche, ou d'ailleurs. Il y avait vraiment cette demande un peu convergente, vraiment commune, de meilleure qualité de vie, de fin d'accaparement de terres urbanisées pour des clans, par des familles, par des coalitions de promoteurs. Clairement, tout a été un peu mêlé. Bon, après, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de demandes qui ont pu aboutir, que ce soit à Sfax en Tunisie, où il y a eu vraiment des choses intéressantes qui sont apparues, le bourg grec dont je parlais. Bon, il y a différents pays où ça aboutit. Au Liban, il y a eu des choses aussi intéressantes, que ce soit à Saïda, à Tyr. Après, clairement, en Égypte, il y a tout le mouvement des mobilisations sociales a été complètement étouffé. Il y a eu un retour de chape de plomb depuis la mise au pouvoir, enfin, la venue de Sisi. Clairement, les mobilisations environnementales aujourd'hui, elles sont un peu ténues, sauf à faire la promotion de tel ou tel, c'est un peu confidentiel, du vélo en ville ou du covoiturage. Mais c'est vrai que ça, c'est un mouvement qui est là, hein, qu'on sent toujours fort. Même le Hirak, en Algérie, comporte des mots d'ordre de meilleure qualité de vie, de droit au logement, de fin d'accaparement de terres, clairement, hein, du monopole sur le pétrole, hein, qui est fait. Donc, il y a vraiment ces mouvements, hein, qui sont forts, hein, qui sont plus ou moins frustrés aussi, mais qui sont forts. Et puis c'est vrai que pour terminer, on peut ajouter tout l'enjeu donc de l'éducation à l'environnement, tout ce qui est plus que sensibilisation, c'est vraiment comment aussi à travers euh, ce qui est enseigné dans les écoles, dans les lycées, à l'université, et puis tout au long d'une formation continue, comment finalement déployer une culture du développement durable, une culture de l'économie des ressources, comment essayer de re-regarder son cadre de vie, regarder autrement son cadre de vie. Ça passe par plein d'activités, ça passe par comment regarder autrement un oued. Je donnais l'exemple tout à l'heure de l'oued Martil à Tétouan. Il y a tout un travail de regard en fait sur ce paysage qui est vraiment une ressource, qui sont des écosystèmes différents, une saisonnalité. Comment regarder le désert autrement que simplement le verdir et y mettre des golfs, regarder le désert aussi en Égypte, l'assumer dans la fabrication de la ville, en faire aussi un paysage qui est très beau, qui a toute une culture aussi architecturale, un mode de vie, hein. Donc re-regarder les éléments, essayer de prendre davantage soin d'un cadre de vie, de ressources. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui est énorme. Je le disais un peu tout à l'heure, là je le redis, c'est vrai que dans les masters, c'est un signe plutôt positif. On le voit, hein, que ce soit à l'INO au Maroc, hein, l'Institut national d'architecture et d'urbanisme, que ce soit aussi dans les écoles d'architecture égyptiennes ou au Liban. C'est quelque chose qui se diffuse dans les cursus, mais c'est encore, je pense que dans les écoles, dans les collèges et lycées, c'est quelque chose qui doit davantage encore se déployer. Gestion aussi, alors il y a la propreté, hein, l'énorme sujet, gestion des déchets, attention aux déchets, sobriété sur la consommation de son énergie. Voilà, donc ça, c'est des sujets énormes. Quoique, c'est vrai aussi, cela dit, sur la sobriété,
sans doute, le monde arabe est plus sobre qu'en Europe, on ne l'est, hein. Donc, il faut quand même garder toujours en lien avec le niveau de vie général de beaucoup de ménages. Il y a beaucoup de ménages qui, en fait, consomment quand même moins à l'heure actuelle d'énergie, ne serait-ce que dans leur chauffage ou leur électricité. Mais comme la tendance est haussière, en essor, c'est vrai qu'il y a toute cette sensibilisation à la sobriété, c'est un énorme chantier, hein, qui est très important. Et une dernière question pour vous, Pierre-Arnaud Bartel. Comment voyez-vous le futur pour le développement urbain durable dans les villes du monde arabe? Bon, alors moi, c'est vrai que sur cette question, je ne sais pas si je vois le futur parce que je ne vais pas avoir des talents divinatoires. En revanche, voilà, je fais peut-être trois vœux pour le futur. Il y aurait peut-être un premier vœu qui est vraiment que la ville durable, elle se décoince du niveau des États. Il faut vraiment que les villes, le niveau local, et quand je dis le niveau local, c'est aussi bien la société civile, mais surtout les autorités locales, qu'elles aient plus de pouvoir, plus de leviers d'action, plus de finances publiques, plus de moyens pour pouvoir mener, conduire leurs chantiers sur qualité de l'air, sur gestion des déchets, sur l'énergie, leur éclairage, et montrer à travers des exemples, plus d'exemples à l'avenir, une efficacité énergétique des mairies, des panneaux solaires, des espaces verts plus frugaux. Voilà. Donc ça, c'est un premier vœu que je fais, vraiment décoincer la ville durable et qu'elle passe vraiment et que les États lâchent un peu prise. J'ai envie de dire aux États, lâchez un peu prise et donner plus de compétences encore aux autorités locales. Le deuxième vœu que je ferais, c'est qu'il y ait plus d'échanges régionaux entre pays et entre villes du monde arabe, qui est plus une approche régionale qui se crée, comme on a une culture européenne du développement durable, il faut qu'il y ait une culture arabe du développement durable, que ça crée un vocabulaire, un ensemble de solutions adaptées à un climat, à des ressources. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'il y ait davantage de lieux et d'envie et de possibilités que des maires se retrouvent régulièrement autour de forums, autour de tables, pas simplement pour faire de la promotion de ce qu'ils ont fait ça ou là, mais pour aussi échanger sur leurs difficultés, sur des tests qu'ils sont en train de faire qui peuvent marcher, qui ne peuvent pas marcher, pour essayer d'apprendre peut-être d'une ville voisine dans un autre pays qui rencontre à peu près la même problématique. Ça, cette approche beaucoup plus régionale, elle me semble indispensable. Et vraiment, là encore, je fais un peu le vœu que ça apparaisse davantage. Et c'est en lien avec un peu le troisième et dernier vœu pour l'avenir. Peut-être, du coup, par ces échanges et davantage de soins que les maires vont apporter à leurs voisins, à leurs communes, etc., qui est une approche de la ville durable qui s'ajuste davantage, qui ne soit pas juste un copier-coller de solutions d'ailleurs, mais que s'invente, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer à travers quelques photos, mais que s'invente des solutions endogènes et beaucoup plus encore, qui est plus de choses qui, même nous, en France, nous surprennent et on se dit, ah bah tiens, ils font aussi ça dans ces pays-là et que nous, on ne fait pas, par exemple, en France ou en Allemagne. Et c'est assez intéressant. Et peut-être que d'ailleurs, en Espagne ou dans des pays chauds qui, eux aussi, sont en train d'être impactés parce qu'il y a de moins en moins d'eau aussi dans les fleuves en Espagne, peut-être qu'on peut aussi avoir telle et telle gestion en Andalousie. Donc, du coup, vraiment d'avoir plus de références, de solutions apportées par des paysagistes, des ONG, des experts, des environnementalistes qui vont peu ou peu, parce qu'ils connaissent les vieux savoirs, les vieilles cultures, les savoir-faire qui étaient là, et comment avant aussi il y avait des choses qu'on faisait dans ces pays qui ont été liées au vent, qui ont été liées à la connaissance du soleil, qui ont été liées à la connaissance de la ressource. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose, je me dis, il faudrait voilà, qu'il y ait ce retour un peu aux sources qui pourrait être intéressant pour montrer et donner envie de dire, bah voilà, dans ces pays-là, il y a aussi ça qu'on fait. Bon, c'est un peu mes trois vœux hein, pour le futur.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Arnaud Bartel, d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant, très illustré aussi. Donc, je pense que les gens qui vont nous regarder vont l'apprécier. En tout cas, merci du fond du cœur et j'espère que nous pourrions continuer ce débat un jour au CAREP après le déconfinement, si, si ça sera possible. Ok, bah merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup pour la conversation. À très bientôt. Nous l'aurons donc compris, l'agenda urbain des pays de la rive sud de la Méditerranée montre aujourd'hui une diffusion indéniable du développement durable, pris dans une multiplicité de contenus et d'acteurs. Cet intérêt pour le développement durable, qui s'est véritablement intensifié à partir des années 2000, s'expliquerait en partie par une pression croissante de la part des acteurs internationaux qui conditionnaient de plus en plus leur financement à des critères écologiques. Alors que certaines critiques néo-marxistes soutiennent que l'impératif du développement durable apparaît comme un prolongement d'une certaine politique néolibérale des pays du Nord sur les pays du Sud, les changements amorcés sur le terrain, et ce depuis l'accord de Paris de 2015, pointent plutôt vers un changement de gouvernance qui ferait de l'environnement un moteur de création d'emplois et de valeurs nouvelles. La ville durable dans le monde arabe serait ainsi une ville productive et ancrée localement. Pour aller plus loin sur ce sujet, le Carré Paris vous conseille de lire l'ouvrage de Pierre-Arnaud Bartel et Lamia Saki, intitulé Expérimenter la ville durable au sud de la Méditerranée, paru chez les éditions de l'Aube en 2011, ainsi que l'ouvrage de Pierre-Arnaud Bartel et Safa Monkid, intitulé Le Caire, réinventer la ville, paru chez Autrement dans la collection des villes en mouvement en 2011. Nous vous conseillons également 2 articles, celui de Pierre-Arnaud Bartel et Eric Verdeil, intitulé Villes arabes, villes durables, enjeux, circulation et mise à l'épreuve de nouvelles politiques urbaines, ainsi que l'article de François Mancebo, intitulé La ville durable est-elle soluble dans le changement climatique ? Ainsi s'achève le 4e et dernier épisode de notre web-série sur les villes dans le monde arabe. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à regarder et écouter les analyses de nos experts sur ce sujet. Le voyage n'est évidemment pas terminé, puisque vous pouvez retrouver toutes nos analyses sur notre site internet carep-paris.org. Merci de nous avoir été fidèles. Je vous dis à bientôt et surtout, restez curieux.